Salut mes Nakamas, c'est le Dog, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le remarquer, je n'ai plus du tout de voix. Pourquoi? Parce que je reviens de la Geeks Day de Lille, une super convention où il y a eu énormément de monde qui sont venus au musée et je voudrais leur faire un gros coucou à tous les Nakamas justement qui sont venus à cette Geeks Day de Lille. Pour la première fois, c'était l'exposition One Piece X Dragon Ball. Je pensais pas que vous alliez autant adorer le côté Dragon Ball aussi. Il y en a même plus qui ont adoré et ça a permis à ces gens de me connaître, mais là ça de toute façon j'en parlerai dans un live. Avant de commencer la critique analyse de ce chapitre justement 905, parce que c'est pour ça que vous êtes ici, je voudrais vous faire une petite annonce, parce que lors de on vous avez déjà vu normalement que c'est Luffy Stud qui me fait toutes les lithographies et tous les shikishi qu'on vend justement pour l'association du musée. Et bien là on en avait fait pour Dragon Ball et voilà, elles sont juste ici, ça y est, on les a reçues, on les a mis en vente en avant-première là-bas. Voilà, il y en a beaucoup qui ont trouvé ça excellent, hein. Le petit shikishi qui est cartonné. Eh bien, il faut savoir que pour ceux qui les voudraient et qui en avaient déjà parlé un petit peu sur le net, eh bien, ça y est, on a ouvert les ventes. Enfin, c'est Luffy Stud qui a ouvert les ventes sur sa page Facebook. Le lien, il est juste ici et c'est aussi dans la description de cette vidéo. Et je vais vous les faire voir. Donc voilà, donc ça fait 20 cm sur 20 cm. Là, vous avez un Goku Killer Instinct. Et pareil, c'est toujours recto et verso. Et justement, on lui a mis la petite Dragon Ball numéro 4. Hein. Vous aurez compris la référence. Après, on a un Vegeta qui est juste là. Qui est juste ici. Pareil, recto et verso. Et après, on a un Jiren hyper mastoc. Regardez ça. Voilà. Recto et verso, et bien sûr il n'y a pas que ça, on a aussi des petites lithographies que vous pouvez regarder ici. Voilà, donc c'est du format A3, c'est rigide, hein, c'est du cartonné, et elles sont recto et verso avec un petit certificat d'authenticité, hein, parce que c'est des choses qui sont limitées à 50 exemplaires. D'ailleurs, hop, vous pouvez remarquer aussi ici que vous avez le nombre d'exemplaires qui est juste là, comme ça évite d'en faire trop. Là, vous avez un super Broly qui est juste là. Et comme vous aimez bien qu'on fasse, vu qu'on en avait fait quelques-uns qu'on vendait en convention au niveau de One Piece, et bien vous aviez dit que vous aimeriez en avoir au niveau de Dragon Ball, et ben voilà, ils sont là. Là, vous avez un Freezer qui est juste là. Et pareil, hop, regardez tout ça. Regardez cette tête de fou. Donc voilà, hop. Et il y en a 15 exemplaires de chaque. Et bien sûr, on fait des lots si vous achetez en commun. Donc encore une fois, les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc voilà, ça c'était le petit message pour Luffy Stud parce qu'il fait quand même un travail de malade. Alors maintenant, on va parler de quoi? On va parler bien sûr du chapitre. Alors normalement, s'il n'y avait pas eu de convention, eh bien j'aurais bien bossé cette vidéo cette fin de semaine parce qu'on a eu tellement comme information sur ce chapitre que c'est un truc de fou, que ce soit sur les personnes qui sont revenues, comme par exemple Garp, qui fait plaisir, le coup de Stelly, le frère complètement débile, les différents rois qui étaient là par rapport à ce qu'ils représentent, les caricatures des pays justement qui sont dans notre monde. On va parler aussi bien sûr de l'amiral qui vient d'être présenté, le retour de Fujitora, les révolutionnaires qui arrivent, et ce que ça peut impliquer et quels sont d'ailleurs leurs projets, et l'information vraiment essentielle que nous a donné Fujitora, c'est tout simplement que Vegapunk a réussi à créer quelque chose de nouveau qui permettrait de ne plus avoir besoin des Shichibukai. C'est vraiment quelque chose que voulait Fujitora. Ça, il nous l'avait déjà dit. D'ailleurs, pour ceux qui suivent, mais les cicatrices qu'il a au niveau de ses yeux, c'est quelque chose qui s'est lui-même infligé, et je pense que c'est par rapport à quelque chose qu'il a dû voir par rapport à ce qu'un corsaire a fait. Je pense que ça reprend un petit peu ce qui s'est passé avec Zetto. J'ai franchement mal à la gorge, et d'ailleurs j'aurais vraiment voulu faire, en gros je voulais faire ça en deux vidéos. Une vidéo vraiment qui allait être sur les théories en lien avec ce chapitre, et une première vidéo où on aurait été plus comme je fais d'habitude dans l'explication, tous les trucs. Alors on va essayer de faire quand même cette vidéo en trois parties. La première partie, ça va être un petit peu sur l'explication des rois. La deuxième partie, ça va être sur les amiraux. Et la troisième partie, ça va être sur les révolutionnaires. Alors, au niveau des rois, hein, je fais ça vraiment de tête. Parce que il y en a 4, enfin roi et reine, il y en a 4 qui ont été annoncés. Même peut-être plus, il y en a un qui est par rapport à la Russie. Donc, je ne me rappelle plus le nom du mec.
c'est le King Beer, je crois que c'est un truc comme ça. Et bien sûr, ça reprend la caricature que les Russes sont des personnes qui boivent beaucoup, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais sur son drapeau de son bateau, on voit des chopes qui s'entrechoquent. Donc voilà, on voit que dans la manière dont il avance, il a un petit peu les bras croisés, et on a l'impression qu'il est un petit peu plus bas, et ça reprend un petit peu les danses qu'il y a au niveau du folklore russe, qui vient des Cosaques. C'était des danses, la caricature dedans. Après bien sûr on a le roi, le roi du pays qui ressemble aux États-Unis. Je crois que c'est McBurger, comme ça m'énerve de faire les vidéos comme ça où c'est vraiment que de l'approximation. Et ça c'est vraiment tiré bien sûr de l'oncle Sam. Voilà, l'oncle Sam, et ce qui se passe, c'est que c'est tiré bien sûr du personnage de Lincoln, et quand tu fais des recherches par rapport à ce président, c'est un président qui était jugé par rapport aux sudistes comme quelqu'un qui était très lent, mais quelqu'un qui était indéfectible. Et ça, c'est exactement ce qui est repris. C'était quelqu'un qui était vraiment très très calme, qui ne se précipitait pas, mais qui avait vraiment une vision vraiment sur le très très long terme. Et c'est exactement ce qu'on a ici. C'est-à-dire que c'est pour ça que justement ils disent, mais on a l'impression qu'il ne marche pas, on a l'impression presque qu'il ne marche pas, et lui il dit oui, je ne me retourne jamais. C'est-à-dire que quand il faisait quelque chose, c'est parce que c'était quelque chose qui était vraiment déterminé longtemps à l'avance et qu'il n'avait aucun regret sur ce qu'il allait faire. Donc encore une fois, ça c'est vraiment excellent de voir qu'il y a des archétypes qui ont été vraiment cherchés sur les personnages qui ont vraiment existé. Après, en troisième, nous avons la Queen Mororon, qui semblerait être tirée des pays, je dirais, du nord de l'Afrique. Donc on est à peu près sur le Maroc, la Tunisie ou l'Algérie. On voit bien qu'au niveau de la tenue, ça fait carrément penser aussi aux pays de style arabe. Donc voilà, il y a quand même une connotation là-dedans. Et après, bien sûr, le quatrième, c'est tout simplement le Mexicain qui je crois que c'est le King Tacos, là qui reprend un acteur. Et justement, on avait parlé pendant le live. Attends, comment il a fait? Il avait même fait un film qui était Machette. Ah, je me rappelle plus le nom. Je fais tout ça de souvenir. Mais un film qui était... Il fait la pub pour Old El Paso, toi. Les références de merde, mais les références de merde. Enfin bref, c'est le gros Mexicain avec cette putain de moustache. Thomas, il connaît le nom. Enfin bref, voilà, encore une fois, c'est peut-être un petit peu trop dans la caricature, mais en un sens, c'est tellement du Ichiro Oda que ça me fait rigoler. Et bien sûr, il y a Steli. Et ça c'est le cinquième, mais qu'on avait déjà parlé, avec sa reine qui fait penser justement au nom Marie-Antoinette. Et comme on l'a expliqué pendant le live, ça reprend justement toute l'idiotie de la noblesse qui prend son peuple vraiment pour des idiots et pour des saints, où il a le droit de vie ou de mort. Là justement il dit à Garp qu'il est un de ses sujets, donc il doit presque se mettre à genoux pour lui. Donc voilà, on voit encore une fois que c'est vraiment les gros clichés. En plus, connaissant le truc de Lydie Oscar, qui a vachement bien aussi fonctionné en France, et qui vient bien sûr du Japon. Il y avait Shingo Araki qui avait travaillé dessus. C'est quand même quelque chose qui avait vraiment marqué, ça a dû marquer Shiroda, parce que Shiroda a bien sûr dû le regarder, et ça s'est tiré justement de la Révolution française. Et justement en parlant de Révolution, eh bien la Révolution, on va en parler tout à l'heure avec les Révos. On va même s'attarder un petit peu sur Steli, parce que outre le fait que si on s'arrête seulement sur l'aspect caricatural du personnage, il y a un élément que j'aime bien, que Ichiro Oda aime bien mettre. C'est un petit peu le même élément qu'il avait mis au niveau de Usopp. Pour moi, c'est à peu près la même utilité, c'est-à-dire que Usopp, à travers ses mensonges, il annonce des futures vérités. Et là, ici, donc c'est quelqu'un, Usopp, c'est quelqu'un que personne ne fait attention. C'est quelqu'un que tout le monde va prendre qu'au second degré. Et là, Steli, c'est exactement pareil. Même les autres rois ne font pas attention à ce qu'il dit. Il est totalement ridiculisé. Sauf que les choses qu'il dit, ce sont peut-être des choses qui vont se réaliser, ou c'est des choses qui sont vraiment en train de se passer. C'est-à-dire que quand tout au long où on le voit parler des hommes poissons en disant ouais c'est des mecs avec des tentacules, ils peuvent transmettre le poison et tout ça, ça c'est vraiment vrai, parce qu'il y a des poissons qui font vraiment ça. Les méduses par exemple, on sait que quand on se fait frôler par des méduses, quand ils nous touchent, on a de l'urticaire, enfin il y a des trucs qui se passent. Donc pourquoi pas plus tard un homme poisson qui pourrait avoir justement ce pouvoir. Mais le fait qu'ils disent ça et que c'est vraiment dans la caricature, les gens se disent non mais c'est pas vrai, t'es trop un débile. Et quand ils montent dans l'ascenseur
et il a dû dire déjà, il a dû gueuler pendant un bout de temps que c'était trop haut, que ça bougeait, etc. Puis juste à côté de lui, t'as justement le King Hamburger, qui est quelqu'un d'américain, qui est vraiment de stoïque, qui est presque à lui dire non mais tais-toi, t'arrêtes pas de nous faire chier. Puis il dit oui, il y a du vent, ça bouge et tout. Le fait qu'il parle du vent, c'est peut-être parce que ça annonce l'arrivée de quelqu'un. Si vous voyez de qui je veux parler. Le fait qu'ils disent que j'ai vu quelqu'un dans la comment ça s'appelle, que j'ai vu quelqu'un dans la montagne qui avait des yeux et un trident. L'autre il dit non mais c'est impossible, à l'étage où on est, c'est complètement débile. Et moi quand je l'ai lu, forcément c'est ça aussi que j'ai pensé. Sauf que non, après dans les commentaires quand on me dit ouais mais le doc t'as même pas capté qu'en vérité il parlait de Morlaix. C'est complètement génial, c'est-à-dire que à travers la bouche de quelqu'un à qui on va faire pas du tout attention, Ichiro Oda nous annonce des trucs qui sont en train d'arriver. Le fait qu'ils disent qu'il y a des corbeaux qui vont peut-être percer et que tout va se casser la gueule, peut-être qu'il va y avoir une attaque justement qui va être faite avec les corbeaux. C'est fou. Et justement le vent, quand il parle justement du vent qui fait tanguer, qu'on voit les nuages qui arrivent et tout ça, c'est peut-être le pouvoir de dragon. C'est ça qui est fou. Et le fait qu'ils mettent en parallèle, juste à côté, Sabo, bah, je suis en train de faire le truc sur les Revo tout de suite, tu vois, j'ai même pas suivi mon plan. C'est dingue. C'est complètement dingue. La fin comme ça, personne l'avait vu. Et ce qui est vraiment excellent, c'est qu'on utilise bien le procédé d'infiltration qui est propre à chaque personne. C'est-à-dire que Sabo, quand il est arrivé sur Dressrosa, il est arrivé déguisé. On le voit quand il y a l'épisode de spécial, c'est pour ça que personne l'a reconnu. Le fait après qu'il était déguisé aussi en Luffy et qui passe inaperçu est complètement génial. Et c'est ça que j'adore. Donc voilà, le fait qu'on ait le vent qui est Dragon qui arrive, parce qu'on ne peut pas imaginer qu'ils arrivent là et que Dragon ne soit pas là. Parce que vont faire les révolutionnaires? Ceci est une très très bonne question, et merci de l'avoir posée. Je vais même d'ailleurs essayer d'y répondre. On l'apprend de la bouche de Kohala. Kohala dit bien que le but des révolutionnaires n'est pas de détruire le gouvernement mondial. Le but, c'est de destituer les Tenryubito qui gouvernent le gouvernement mondial. C'est ça qui est très important. Comme on l'a vu la semaine dernière avec je me rappelle plus son nom, qui représente vraiment la Marianne et qui dit justement au peuple révoltez-vous, allez-y, avancez. Moi ce que je pense c'est que les révolutionnaires sont là pour destituer les Tenryubito, pour qu'il y ait un nouveau gouvernement qui se mette en place. En réalité, ce n'est pas une révolution comme il y a eu en Russie, c'est-à-dire que c'est les révolutionnaires qui ont fait la révolution et qui après ont pris le pouvoir. Je ne pense pas qu'après les révolutionnaires aient cette vision de gouverner le gouvernement mondial. Ils sont là seulement pour laisser une place vacante et laisser après à d'autres personnes qui ont participé à cette attaque, et de laisser vraiment au peuple de créer vraiment une grosse démocratie, peut-être d'un point de vue mondial. Ça serait peut-être en un sens aussi le One Piece, un monde gouverné par un peuple. Ça serait magnifique. Là aussi on a une très très belle symbolique. Et donc ici on ne va pas avoir une grande guerre qui va être directement imposée par les révolutionnaires. Les révolutionnaires seulement ici vont choisir la rêverie, parce que la rêverie ça permet l'infiltration au niveau du gouvernement mondial, et vu que tous les projecteurs, d'ailleurs c'est pour ça que Morgan est là avec tous les photographes, c'est parce que ils vont aussi utiliser cette notoriété, c'est-à-dire que les révolutionnaires vont faire un coup d'éclat qui va lancer la guerre pour destituer les Tenryubito. Ils vont profiter, et justement ils savent sûrement que Morgan est un mec qui est super chaud de ça et qui va se faire un plaisir d'en faire l'écho, d'en parler justement dans les journaux. Et là ici il va y avoir un gros coup d'éclat. Donc c'est pour ça qu'il y a seulement qu'une partie des révolutionnaires qui vont être là, et pourquoi il y a d'autres révolutionnaires qui eux sont restés à Kamabaka. Et ce qui était vraiment excellent, c'est que tout ce qui était au niveau de Toadland a été fait sur la longueur, alors qu'ici c'est quelque chose qui se passe très très vite, parce que dans le dernier chapitre on a eu de la rêverie, c'est dans 2 jours, et là on peut imaginer qu'il y a eu seulement qu'une journée qui s'est passée, c'est-à-dire que c'est pendant les préparatifs pour la rêverie, c'est-à-dire que les gens quand ils vont monter, c'est-à-dire qu'on est dans la dernière journée et la rêverie va commencer demain, et bien là on a eu une journée de battement qui s'est passée. Donc ça vraiment, là au niveau de temporalité, c'est quelque chose qui nous a un petit peu sur le coup surpris, parce que justement quand on a fait la réaction là que certains ont peut-être vu parmi vous qui sont en train de regarder cette vidéo, il y a un moment, il y a Flippis qui dit ouais mais normalement au niveau de la table, pourquoi il y avait pas plus de chaises, vu que là on voit qu'il y a plus de personnes qui étaient là. C'est parce qu'on n'est plus dans la même timeline, c'est-à-dire qu'on est vraiment pas dans la suite
immédiate du chapitre précédent, mais on est vraiment dans un truc où il y a eu un écart d'au moins une journée. Et ça, c'est vraiment super classe. Donc ça, c'était pour les révolutionnaires. Et maintenant, on va s'attaquer vraiment au gros du truc. C'est tout simplement les amiraux. Alors les amiraux, déjà, le truc était génial. Et ça, j'en avais déjà parlé il y a vraiment très longtemps. Et je l'avais redit d'ailleurs dans la réaction live. C'est le fait que Fujitora était capable... Alors pourquoi déjà? Oui, très bonne question. Pourquoi? Parce que j'en vois certains, ils posent des questions, je les entends les questions. C'est quand j'avais fait un petit peu les hypothèses l'année dernière, quand on nous avait annoncé justement que la rêverie allait être à la fin de l'année 2017, j'avais dit pour moi la rêverie ça va être l'annonce de la destitution des Shichibukai, et ça c'était le rôle de qui? C'était vraiment le rôle de Fujitora. Fujitora est rentré dans la marine et est devenu amiral dans ce seul but. Et comme il y en avait certains qui disaient oui mais là à cause de ce qu'il a fait au niveau de Dressrosa, Akainu lui a bien dit je ne veux plus jamais te revoir tant que tu n'as pas apporté la tête de l'eau et la tête de Luffy. Sauf qu'il a été banni de tous les quartiers généraux. Et comme le gouvernement mondial est au-dessus d'un point de vue géographique, mais aussi d'un point de vue hiérarchie, parce qu'on voit bien quand Akainu, amiral en chef, il parle au conseil des 5, et bien on sent bien que c'est le conseil des 5 qui lui donne les ordres, et donc ce n'est pas sous sa juridiction, c'est-à-dire que Marijoa n'est pas un quartier général de la marine. Marijoa, c'est au-dessus des quartiers généraux. Et donc ce qui se passe, c'est que Fujitora il n'a pas eu l'interdiction d'aller à Marijoa. Et le fait que T-Bone il dise ça, c'est comme réponse, c'est vraiment génial. Puis l'autre il fait ouais mais il a fait que jouer sur les mots, vous êtes vraiment des idiots. Et après quand il y a la conversation et savoir si c'est vraiment la bonne conversation qu'il y a eu au niveau de la traduction, en passant un gros coucou à Scantrad, t'as quand même Ryokogu qui dit bien, je crois qu'il dit bien, je suis ici sur les ordres de Akainu pour t'arrêter. Mais on va pas se combattre parce que sinon j'ai pas envie de détruire Marijoa. Là ça fait un petit écho justement à ce qui s'est passé entre Aokiji et Akainu, avec justement Punk Hazard, le combat qui a duré plusieurs jours et qui a même changé carrément la géographie et aussi la température, le climat carrément du Nil. Donc là voilà, et là ça montre bien que les deux ont un même pouvoir. D'ailleurs dans le dialogue qu'il y a entre Ryokogu et aussi Fujitora, Ryokogu pose la question à Fujitora s'il a été voir justement qui ça? Vegapunk, merci, très bon. Heureusement que vous me soufflez hein, parce que là je suis tellement à la ramasse. Donc ça veut dire déjà que Ryokogu et Fujitora ont des liens d'amitié, qui se transmettent des informations et qui communiquent entre eux. Et il n'a pas pu voir, Fujitora n'a pas pu voir Vegapunk, mais il a eu une information comme quoi qu'il a réussi à créer une nouvelle arme qui va permettre la destitution des Shichibukai. Et là, il y a eu une idée qui était vraiment excellente. Et l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient de Flippies. Donc Maxime, je te prends ta petite idée. Et en gros, les trucs qu'il a fait, c'est qu'il a créé des sortes, comme pour ceux qui connaissent les X-Men, ça va être les grandes sentinelles, les grands repos. Et on peut imaginer qu'il a réussi à perfectionner les pacifistas en leur inculquant d'autres fruits du démon. Pourquoi? Parce qu'on sait que les rayons laser qui sont tirés par les pacifistas, donc les PX qu'on a actuellement, sont ils sont quoi? Ils sont quoi? Très bonne question. C'est de l'utilisation du fruit du démon de Kizaru. On sait que Papune, Jaji a aussi travaillé sur Punk Hazard avec Vegapunk. Il a énormément d'estime au niveau de Vegapunk. On savait aussi que César était seulement qu'une sorte, entre guillemets, je dirais, de larbin. Et on a vu qu'au niveau de Punk Hazard, Momonosuke a mangé le fruit du démon du dragon. Mais ce n'est pas le vrai fruit du démon. C'est un fruit du démon qui a été créé par Vegapunk et qui a les mêmes capacités que le vrai fruit du démon. Ce n'est pas un smile. Donc il se peut que même si Momonosuke a le fruit du démon, que plus tard, quand on arrive au niveau de Wano Kuni, une autre personne ait le même fruit du démon que Momonosuke. Sauf que l'autre, le Joshugun, quelqu'un d'autre, c'est le vrai fruit du démon, le fruit du démon originel. Et on peut imaginer que Vegapunk a réussi à dupliquer d'autres fruits du démon et a réussi à les incorporer à différents pacifistas. C'est-à-dire que les Shichibukai étant
pour la plupart des utilisateurs du fruit du démon. Alors on sait bien sûr que Mihawk n'est pas un utilisateur du fruit du démon, Webble on pense aussi qu'il n'est pas un fruit du démon, mais Baggy est un utilisateur du fruit du démon, on a vu Crocodile qui est un utilisateur du fruit du démon, on avait aussi Doflamingo qui était un utilisateur du fruit du démon, et aussi Kuma qui lui était aussi un utilisateur du fruit du démon. On sait qu'il a aussi réussi à enlever la conscience de comment il s'appelle, de Kuma. Donc on peut imaginer que après la libération qu'il y a eu au niveau de Impelden, de l'étage du sous-sol numéro 6, que pendant les livres des 2 ans, ils aient réussi justement à recapturer certains de ces gros prisonniers, qu'ils aient réussi à les lobotomiser et qu'ils aient réussi à les utiliser pour en faire des pacifistas. C'est-à-dire que les pacifistas qu'on va voir ne vont pas être des mecs comme Kuma, mais ça va peut-être être d'autres pirates par exemple, et peut-être des gens qu'on a déjà vus, qu'on a déjà connus, et qui auront en eux peut-être un ou d'autres fruits du démon. Alors, ce ne seront pas l'utilisation propre en elle-même du fruit du démon dans la totalité, mais certaines caractéristiques du fruit du démon sont sans en avoir bien sûr les inconvénients. Et ce qui pourrait vraiment être génial, c'est qu'on sait que certains fruits du démon s'annulent. C'est le cas par exemple de Luffy avec son fruit du caoutchoutier. Oui, je parle en français, bientôt je vais dire Dancha dans mes reviews. Et il a été le contre naturel du fruit du démon d'Enero. Et donc on peut imaginer que il y ait peut-être des pacifistas ou des nouveaux, entre guillemets, pacifistas 2.0 qui ont été créés pour pallier les problèmes ou pour contrer certains Shichibukai. Et comme on sait que Mihawk, lui, il est devenu Shichibukai comme ça, c'est-à-dire que lui, si on lui dit que c'est terminé, bah lui il va se casser, puis il va s'en foutre totalement. Donc c'est pas lui peut-être le problème. Par contre là où ça pourrait être le problème, c'est par rapport à Boa Hancock. Mais ça on en parlera plus tard. Et on va pas finir cette vidéo sans parler bien sûr du dernier amiral Kiryokogu. Hein, on va y arriver. Oh putain que je suis fatigué. Alors quand j'ai vu la première silhouette, j'ai franchement pensé que c'était une femme. Pourquoi? Parce que je veux absolument que ce soit une femme. Par contre, quand on voit son visage et quand on voit certains dialogues, ça colle pas trop avec une femme. Mais au fond de moi, il y a encore ce petit espoir que ce soit une femme. Cependant, comme on sait que la plupart des amiraux sont des représentations d'acteurs, soit celui-ci, le taureau vert, est aussi un représentant, enfin un acteur japonais hyper connu, ou alors ce qui serait vraiment excellent, c'est que si on est sur une actrice, que ça soit une actrice japonaise. Ça serait cool. Mais comme on sait que à une époque, certains rôles féminins étaient joués par des hommes, ça peut encore jouer un petit peu là-dessus. Donc vous voyez un petit peu sur le truc. Par contre là, on va revenir, c'est tout simplement sur le jeûne. Le jeûne des 3 ans. Alors, on sait que lui, il a fait un jeûne parce qu'il est feignant de manger. Donc ça c'est le truc. Donc c'est pas un désir qu'il a, c'est pas un truc qu'il fait en lui-même, mais c'est vraiment quelque chose qu'il mange pas parce qu'il est feignant. Et ça voudrait dire que soit il a une constitution qui lui permet de parfaitement être en forme malgré le fait qu'il mange pas, ou il a un fruit du démon qui lui permet d'avoir cette capacité. Fruit du démon soit du type Zoan, donc soit un animal qui peut rester longtemps dans le désert par exemple sans manger, mais là ça serait bizarre, hein, ça serait, t'imagines le mec il a le fruit du démon du chameau, ou du dromadaire, c'est complètement débile. Sinon t'as des reptiles aussi, ou des insectes qui peuvent vivre très 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 longtemps sans manger, hein. Je sais pas s'il avait par exemple le fruit du démon du scorpion, ça pourrait être ça par contre, ça pourrait être un truc qui est classe. Et sinon il y a un truc que j'ai lu, alors ça je remercie la personne qui durant le live avait dit que au 19e siècle il y avait des moines tibétains, enfin des moines bouddhistes au Japon qui justement faisaient des diètes de 3 ans. Et j'ai trouvé l'information. Donc je vais vous la lire parce que j'ai pas eu le temps de l'apprendre par cœur comme je fais d'habitude pour mes vidéos. Donc alors concrètement, c'est que ce qu'ils font, c'est c'est par rapport à une branche du bouddhisme qui a été implantée au Japon depuis le 9e siècle. Le 9e siècle. Et par contre, elle a été ce qu'ils font, ça s'appelle le Shuko Shinbutsu.
Et ce qui se passe, c'est ils font une sorte de momification vivante afin d'atteindre une illumination. C'est-à-dire qu'ils essayent de se détacher de ces 5 sens pour essayer d'atteindre un niveau au-dessus. Et ça s'est arrêté depuis le 19e siècle parce que c'est considéré comme un suicide. Mais c'est un suicide sur plus de 6 ans. C'est un truc de taré, c'est un truc de taré. Donc voilà, je veux vraiment vous le lire, parce que moi quand j'ai lu ça, j'étais complètement sur le cul. Et encore une fois, le but de ces vidéos, c'est de vous partager des trucs. Donc voilà, donc c'est sur plusieurs phases. La première phase, elle dure 1000 jours. Elle dure 1000 jours, 1000 jours. Et pendant ces 1000 jours, les personnes, les bouddhistes qui veulent faire ça, ils mangent des noix et des graines et ils couplent ça à une activité physique intense. Le but de ça, c'est de perdre toutes les graisses de leur corps. Donc on peut imaginer que Ryukoku est dans cette phase. C'est-à-dire que s'il fait ça, il peut encore être physiquement d'attaque pour faire des choses. Parce qu'il aurait un peu de graisse et il serait hyper musclé, hyper puissant. Vous voyez le truc, enfin les muscles seraient quand même hyper dessinés. Donc voilà. Après la deuxième phase, je vous le donne Émile, elle dure 1000 ans aussi. 1000 ans, non pas 1000 ans quand même, 1000 jours. Et la deuxième phase, c'est qu'il mange que des racines, un tout petit peu, et des aiguilles de pin. Et ça, le but, c'est de ne plus avoir aucun fluide dans son corps. Vous imaginez les mecs, pendant 3 ans, pendant 1000 jours, ils ne font manger que des racines et des aiguilles de pin. Et des aiguilles de pin. Les mecs, c'est des fous. Le mec des fous. Et vers la fin de cette période-là, il boit des breuvages, et le breuvage est à base d'un arbre, c'est la sève d'un arbre qui s'appelle le hirushi, et sa sève est hyper toxique, et ça c'est le but, de mettre du poison dans leur corps pour pas qu'ils se fassent bouffer par les insectes et les animaux nécrophages. Une fois qu'ils sont sur le seuil de la mort, ils les emmurent vivants, les mecs ils sont en position de lotus, hein, voilà, boum, ils sont en position de lotus, et ils sont emmurés vivants, et ils ont une cloche. Ils ont une petite cloche. Et les mecs, avec le peu de force qu'ils ont, ils bougent la cloche. Et quand ils bougent la cloche, ça veut dire qu'ils sont encore en vie. C'est-à-dire que c'est imperceptible, ils font un petit truc comme ça. Et quand la cloche, elle fonctionne plus, et ben les mecs, ils les emmurent vivants. Voilà, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Enfin non, ils sont emmurés vivants, ils font de la cloche, et après, quand ils sont là, ça veut dire qu'ils sont morts, et après, des fois, ils les enlèvent, et voilà, après, ils ont les momies. C'est un truc de taré. C'est un truc de taré. Et les mecs comme ça, bah, ils pensent pouvoir atteindre Dieu. Parce qu'ils arrivent à se détacher de leur corps. Mais putain, c'est un truc de fou. Donc voilà. Alors, si vous aussi, ça vous a foutu sur le cul, sur le cul, si vous aussi, ça vous a foutu sur le cul, vous mettez un pouce bleu. Moi, j'arrête la vidéo, parce que comme d'habitude, j'ai plus de voix. Je suis complètement mort. Mais quand je vous dis complètement mort, je suis à la pure ramasse. Voilà, demain, je sais même pas si je vais pouvoir faire la critique, analyse de l'épisode, je vais essayer. Enfin bref, voilà, j'espère quand même que cette vidéo vous aura fait plaisir, hein, parce que j'ai un petit peu bossé dessus quand même. Si c'est le cas, laissez-le aussi dans les commentaires. Laissez des commentaires, et on n'oublie pas, le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.